YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des sorties littéraires d'août. Août, ça veut dire rentrée littéraire surtout, et du coup il y a plein de sorties, donc oui, vous allez me dire en commentaire... C'est quoi ce bruitage? Donc oui, vous allez me dire en commentaire, mais t'as pas cité celui-ci, mais t'as pas parlé de celui-ci, moi je l'attends, mais moi il y a aussi celui-ci. Les gars, à chaque rentrée littéraire, il y a plus de, je crois, 500 livres qui sortent. Il y en a plein que je vais pas citer parce que moi j'en ai gardé 30, et 30 c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup, ce sont ceux qui me font le plus envie pour ce mois d'août. Et on commence tout de suite. Let's go! Et ça serait bien que j'ouvre mon fichier à côté. Ça serait bien. Voilà. Du coup, on commence avec un que j'ai déjà et que je vous avais promis de lire avant sa sortie. Eh bien, c'est loupé. Parce que c'est dans 2 jours. Voilà. C'est un loupé. Bien sûr, comme tous les plumes blanches que j'ai achetés l'an dernier, j'en ai lu aucun. Voilà. Mais j'ai bien un cas dans ma pile à lire déjà, qui sort dans 2 jours officiellement. Pour une fois, je tiens à vous le dire quand même, parce que les plumes blanches sont réputées pour être écrits tout petit, pour être imprimés tout petit. Ici, franchement, c'est aéré, nickel. Nickel. Il est agréable à lire. Franchement, je le mets comme ça, je vois encore, vraiment. Il est bien imprimé, je trouve. Au niveau des décos, parce qu'il y a toujours des décos, puis après je vous donne le résumé. Hop. Né comme ça. Quelle n'est pas notre surprise? Voilà. J'aimerais bien le lire pendant ces vacances, mais je suis pas sûre. Non, franchement, je trouve pas, regarde. C'est pas petit, hein. Je pense que c'est un petit livre à la base, et du coup, ils n'ont pas eu besoin de le condenser. Alors, il y a 227 pages. Donc voilà. On vous dit... Alors qu'il invoque le soleil du haut de sa pyramide, l'empereur Inca est foudroyé en pleine cérémonie. Déterminée à sauver son père, la princesse Intiya, prêtresse, se retrouve face à un cruel dilemme. Briser les règles du temple et invoquer la magie qui brille en elle au risque d'être condamnée ou le regarder mourir. Yal, guerrier jaguar, dernier survivant d'un village massacré par les troupes impériales, doit se résoudre à lutter aux côtés d'Intiya pour aider l'homme qu'il était pourtant venu assassiner, car c'est dans l'ombre que se cache le véritable danger. Au cœur de la vallée de Cusco, avec un C, durant l'âge d'or des Incas, un ancien dieu exilé est prêt à tout pour se venger. Franchement, ça fait très été, donc j'ai trop envie de le lire. Première phrase du prologue, le soleil se couche. Ses rayons disparaissent derrière les montagnes, tu contemples une cité d'or et de pierre, mais c'est toi que j'admire, mon ami, car tu es auréolé de lumière. Je n'ai pas d'autre rêve que de vivre à tes côtés pour apprendre à te connaître et chaque jour m'émerveiller devant le spectacle du monde. Passionné, courageux, tu m'as montré que l'ombre et la lumière pouvaient s'affronter, mais aussi former les 2 faces d'un même médaillon, Les étoiles ne sont-elles pas sublimées par l'obscurité de leur écrin ? Comme elles, pour briller, j'ai besoin de toi. Oh. Écoutez, moi, en tout cas, il me fait bien envie, donc j'ai bien envie de le mettre là pendant mes vacances. En plus, c'est un peu de la triche parce qu'il est petit. Donc pour le Reader Camp, c'est toujours bien de lire un livre un peu petit. Ça peut passer. Manon qui veut le lire pendant ses vacances, mais comme environ 200 autres titres de sa belle, exactement. Sortie suivante. Un serment d'ombre et de glace de Jennifer Bakri. C'est chez Nessiane, attends, je sais plus. C'est chez la nouvelle maison d'édition. Nessiane. Chaque fois je dis Nessia, moi, il me manque le N à la fin. Désolé. On vous dit 8 royaumes, 8 affinités, une destinée. Dans un monde où les descendants de sang royal héritent de pouvoir, elle est la seule à détenir les ténèbres. Et ça, c'est pour nos ténébreux tricheurs, ça. Néanmoins, posséder une affinité ne signifie pas la contrôler. Après une nuit sanglante dont elle ignore presque tout, Elora, princesse héritière, monte sur le trône de Domésia. 4 ans plus tard, toujours confrontée au deuil et à ses obligations, elle s'efforce de marcher dans les pas de son défunt père, aspirant à unifier les 8 royaumes pour restaurer l'ordre et la paix sur le continent du Sud.
Mais une ombre du passé ressurgit et menace son règne. Au milieu de cette tourmente, Calion, membre illustre de sa garde, est désigné pour devenir son plus proche conseiller. Je suis sûre qu'il est beau celui-là. Aussi énigmatique qu'exaspérant, il ne cesse de la défier, rendant toute tentative de collaboration impossible. Évidemment, seulement le destin possède ses propres desseins indéchiffrables et en dépit de ses réticences, elle devra œuvrer à ses côtés pour le bien de son peuple. En vrai, il me fait envie. Maintenant, j'ai l'impression qu'on le voit déjà un peu trop. C'est-à-dire qu'il est même pas encore sorti, que je le vois déjà un peu partout. Ils ont démarché pas mal d'influenceurs et du coup, on le voit déjà un peu partout. Ça me fait peur, ça fait un peu comme au début de Corrigan. Et je sais pas, d'ailleurs il faudrait que je fasse mes recherches. Est-ce que c'est une maison d'édition indépendante ou est-ce que c'est encore un truc rattaché à un gros groupe? Parce que Corrigan, c'est les éditions City. Tout ce qui est Roncière, etc., c'est de Sextus. Enfin, vous voyez, toutes les nouvelles soi-disant éditions indépendantes ne sont jamais indépendantes. Donc moi j'attends de voir, je me souviens pas en fait celle-là. J'ai pas regardé. Bon, suivant. J'ai mis Bring Me Your Midnight de Rachel Griffin. Je sais pas si c'est une anglaise ou pas, une anglophone. C'est chez Big Bang. Est-ce que vous l'aviez vu celui-ci? Moi non, je l'avais pas trop vu avant, là, il y a pas longtemps. Ouais, la poste c'est de pire en pire, ça on est d'accord. Ça on est d'accord. Du coup, on vous dit... Le destin de Tana est tout tracé depuis sa naissance. Son mariage avec London, le fils du gouverneur, scellera une alliance sans précédent entre les sorciers de son île et les habitants hostiles du continent. Pour maintenir la paix, le Coven de Tana libère une partie de sa magie dans l'océan à chaque pleine lune. Le jour où Tana manque ce rituel, elle ne peut se confier à personne. C'est alors qu'elle rencontre Wolf. Wolf, qui prétend appartenir à un Coven pratiquant une magie interdite, est le seul à pouvoir l'aider. Il lui enseigne sa magie et pour la première fois, Tana se sent puissante. Tandis que la mer devient de plus en plus agitée, les sorciers perdent le contrôle des courants, ce qui met en péril l'Alliance et l'île elle-même. Tana doit alors choisir entre l'amour et le devoir. Épouser London garantirait la paix, mais perdre Wolf pourrait lui coûter tout le reste. J'avoue, je le trouve mignon dans son résumé. Franchement, celui-ci, il me dit vraiment bien. Genre, il est possible que je craque pour celui-ci dès le début, tu vois. C'est vraiment possible. C'est vraiment possible. Moi, ça va, je suis en vacances, tout va bien. Vraiment... C'est vraiment possible, il me fait bien de l'œil. Et en plus, il sort pendant mes vacances. Je sais pas combien de pages j'ai fait, tiens. Attends. Combien de pages j'ai fait? Voyons. 448 pages. Bon, pour le Reader Camp, c'est pas vraiment une bonne chose. J'ai noté quand même le Melissa d'Acosta, Tenir debout. J'ai noté 3 Albin Michel, je crois. J'ai noté Melissa d'Acosta, Tenir debout, donc chez Albin Michel, qui sort le 14 août, je crois. On vous dit qu'on plonge dans l'intimité d'un couple qui tombe en miettes et affronte avec une force inouïe la réalité de l'amour, du désespoir et la soif de vivre malgré les épreuves. Melissa d'Acosta, elle a commencé tout doucement dans une autre maison d'édition dont j'ai oublié le nom et elle monte petit à petit, je la vois avoir de plus en plus de monde en salon et franchement, ouais, c'est vrai que ça fait très téléfilm des années 80, c'est vrai. Oh si, Melissa d'Acosta, ça va faire vendre, c'est sûr. Ouais, par contre, Samaïela, tu peux, ouais. Mais voilà, de toute façon, à chaque fois, ils sortent en poche. Donc moi, je sais bien sûr que j'irai pas sur les nouveaux qui sortent chez Albin Michel qui coûtent 2 bras ou peut-être un rein. Enfin, je sais pas, on est à combien là? On est à plus de 20, ça c'est sûr. 23 €, 22,90 €. Ça va sortir aussi en audio, d'ailleurs, pour ceux qui le cherchent. Pour ceux qui le cherchent comme ça. Mais voilà, moi je note juste, et puis on verra. Sortie numéro 6. J'ai mis Demigods Academy, le tome 3 que j'attends avec une impatience certaine. Ça s'appelle Aphrodite. Aphrodite est une grosse... Et c'est de Elisa S. Amore et qui est Legend, c'est chez Hachette. Et moi j'ai lu le premier et le deuxième, je crois qu'il est là. J'ai lu les 2 premiers, voilà. J'ai lu les 2 premiers, coucou Didine. J'ai lu les 2 premiers et franchement j'aime trop. Pourtant j'étais la première à critiquer le truc du oh là là c'est une rebelle, elle a des cheveux bleus et des tatouages, oh là là. Je crois que c'est ça, hein.
Je sais plus si elle a des tatouages, mais elle faisait vraiment... il la présentait vraiment comme... Ouais, si, on voit. Et il la présentait vraiment comme une bad girl et tout. Le tome 2, c'était Hades. J'adore Hades, j'ai toujours aimé Hades. Mais j'ai toujours aimé Hades depuis très longtemps. C'est-à-dire que même dans Hercule, mon personnage préféré, j'étais petite, c'était Hades, tu vois, toujours. J'adore ce côté dieu des morts, tout simplement. Et le tome 2 était encore meilleur. Et on finit sur un cliffhanger. Ok. On termine sur une sorte de petit cliffhanger et je veux la suite. Mais de toute façon, à chaque fois que je les termine, en fait, j'ai l'impression, en gros, quand j'ai lu le tome 2, j'ai eu l'impression de lire un seul livre en lisant les deux comme ça à la suite parce que je trouve que la coupure n'est pas très nette. C'est-à-dire que pour moi, on aurait pu en faire un seul tome et vu le nombre de pages, vu qu'ils sont petits, on aurait carrément pu faire un gros tome. Mais ça aurait peut-être été moins agréable à lire. Là, le fait d'en lire deux comme ça, c'était très chouette. J'ai trop hâte. J'espère que je vais le recevoir bientôt. Voilà. Voilà. Ça rapporte moins, bah bien sûr. Sortie numéro 7. Block or Love de Magali Guimbert, je pense, chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Vous le savez, je mets un petit peu plus de romance dans les sorties littéraires en ce moment. On vous dit, pour Mackenzie, le volleyball, c'est toute sa vie. Complexée depuis toujours par sa taille, elle ne se sent jamais aussi bien que sur le terrain. Si au quotidien, ses 1m82 ne sont que souffrance, dans ce sport, ils font toute sa force. Lorsqu'elle fait sa rentrée dans la prestigieuse université de Stanford, son chemin semble tout tracé, devenir titulaire de l'une des meilleures équipes de volleyball du pays. Seulement un obstacle se dresse sur sa route, le nouveau coach adjoint, aussi agaçant que séduisant. Ancien champion olympique, Andy Spencer peine à se remettre de sa blessure qui l'a forcé à renoncer à une carrière prometteuse. Dorénavant, rien ne le détournera de son nouvel objectif, remporter le championnat. Mais ça, c'était avant qu'ils rencontrent leur dernière recrue, Mackenzie, aussi déterminée que talentueuse. En dépit de leur amour pour le sport, sauront-ils résister à celui qui fait battre leur cœur ? Tout. J'aime bien parce que c'est le côté champion olympique blessé et qui devient coach adjoint. J'aime bien. Voilà. C'est nickel pour le Leader Camp. C'est vrai. Tout à fait pour Demi-Gods Academy, ouais. Ça dépend l'âge aussi du public. Si c'est ado, faut pas que ce soit trop long. Je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc voilà pourquoi je l'ai noté. Moi, ça me disait bien. Le côté volé, là, ça me disait bien. Sortie numéro 8. Après, c'est dommage qu'ils aient pas mis l'accent sur la couverture parce qu'en fait, dans le résumé, on te dit bien qu'elle est très complexée par sa taille. Elle fait 1m82. Et là, c'est vrai que sur la couverture, elle a pas l'air grande. Genre, pas vraiment. Elle a pas l'air petite, mais elle a pas l'air très grande non plus. Et je pense que ça aurait pu être intéressant. Je pense que ça aurait pu être intéressant justement de faire une couverture pour représenter les femmes grandes en fait. Parce que c'est un peu le sujet du livre. Pourquoi pas ? On a du mal à chaque fois à coller avec ce genre de choses, hein. Ouais, c'est ça, le cliché de l'homme toujours plus grand. Pourquoi est-ce que l'homme pourrait pas être juste... Alors, soit pile à sa taille, s'il voulait pas mettre plus petit, ou plus petit, qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Ça aurait été intéressant d'avoir enfin une couverture avec une femme grande et un homme juste un poil plus petit. Même tout à fait plus petit, moi personnellement ça ne me gênerait pas, mais je pense que niveau marketing ça serait plus compliqué. Voilà, ou à pile à sa taille, tu vois, genre vraiment de la même taille pour montrer à quel point elle est grande. Je trouve ça dommage. Sortie numéro 8. Comment Reliana a survécu au manoir Weeknight de Whale et Milcha, c'est le tome 5 chez Kotun. Je vous en parle à chaque fois qu'il y a une sortie parce que j'adore cette saga et j'ai pas encore lu le tome 4 parce que j'en ai marre d'attendre à chaque fois entre les tomes. Donc je vais enchaîner les tomes 4 et 5. On vous dit qu'en gros, on suit Reliana qui est prisonnière du best-seller L'affaire de l'ami assassiné et elle s'engage dans une partie d'échecs pour échapper à la fin tragique qui l'attend. Elle devra naviguer parmi les intrigues politiques, déjouer les pièges de la cour et pactiser avec le duc Noah Weeknight, qu'on aime d'amour, énigmatique frère cadet du roi. Quel est le vrai visage de cet homme qui accepte de jouer le rôle du fiancé en échange d'informations cruciales sur la suite du récit ? Voilà. En vrai, je pense que je vais me refaire Seule la mort attend la vilaine, les 5 tomes, et Comment Reliana a survécu au manoir Weeknight, les 5 tomes, parce que j'ai... En fait, étant donné qu'on parle à chaque fois de réincarnation et tout, dans des jeux vidéo, dans des livres et tout, je commence à mélanger un peu les personnages. J'ai besoin de les relire pour m'imprégner davantage de l'histoire. Parce que c'est vrai que Seule la mort attend la vilaine et Reliana, je les ai commencés il y a super longtemps. Enfin, quand les tomes 1 sont sortis. Donc attends,
Ils sont sortis quand? Et puis depuis, j'en ai lu plein en plus. Et je me dis, je suis en vacances. C'est le Reader Camp. Ça rapportera des points à mon équipe. Pourquoi pas? Ouais, il est sorti le tome 1 le 20 avril 2023. Ça fait plus d'1 an, quoi. Donc forcément. Et seule la mort attend la vilaine. On est sur un premier tome juillet 2023. Donc ça fait... ah non, ça en était un autre que j'avais adoré aussi d'ailleurs. Ça serait bien qu'il nous le ressorte. Sortie numéro 9. On n'est même pas à un tiers des sorties, les gars. A Dawn of Onyx de Kate Golden. C'est chez Olympe. Donc les pierres sacrées, le tome 1. Je trouve la couverture très belle, mais comme à chaque fois chez Olympe. Coucou Velvet, comment ça va? Comme à chaque fois chez Olympe, c'est toujours très beau. J'attends de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. On vous dit, Arwen n'a jamais pensé être courageuse. Pourtant, lorsque des soldats ennemis parviennent jusqu'à son village, elle n'hésite pas à offrir sa vie pour protéger sa famille. Faite prisonnière et emmenée dans le royaume le plus dangereux du continent, elle doit utiliser ses étranges capacités magiques pour soigner les soldats du cruel roi d'Onyx. Elle est faite prisonnière par un cruel roi d'Onyx et elle va sur le continent le plus dangereux. Je suis désolée, mais moi, c'est tellement des thématiques qui me hype. Je suis chelou, je sais, mais vraiment, je vous jure, moi, ça me hype de fou. Impossible d'affronter seul les bois anciens et maléfiques qui entourent le château. Coopérer avec un autre prisonnier pourrait être son seul chemin vers la liberté. Malheureusement, celui-ci est aussi exaspérant que rusé et ne semble pas particulièrement pressé de l'aider, ni même de s'évader lui-même. Tout en cherchant à s'échapper, Arwen découvre que le monde est bien plus vaste et plus compliqué qu'elle ne le pensait. Pourquoi le roi d'Onyx a-t-il attaqué un royaume dépourvu de ressources? Quelles sont donc les véritables causes de la guerre qui fait rage? Franchement, celui-ci aussi, je suis pas loin de craquer directos. Hein. Surtout que c'est en plus pendant mes vacances. Je suis pas loin. C'est typiquement ce que j'aime lire. Je vous ai pris le brochet, la couverture du relié est identique. Moi, j'achèterai forcément le brochet si je l'achète. Hein. J'achète plus de relié quasiment, donc... Un royaume si cruel et merveilleux de Stacia Stark. Donc, le royaume des mensonges, le tome 1, c'est chez Corrigan. Ça ressemble beaucoup à une autre de leur saga. Je trouve, au niveau du titre, au niveau de la couverture... Ça ressemble énormément à une autre de leur saga. Ça ressemble à énormément de sagas différentes déjà. Enfin, ça ressemble déjà à plein de choses qui sont déjà sorties. On va pas se mentir. Et attendez, je peux vous dire exactement. Je vais juste regarder sur le site Corrigan. Ça ressemble beaucoup à... J'ai plus le titre là tout de suite. Ça ressemble beaucoup à... déjà, rien que... une couronne de sang, machin. C'est la guerre des royaumes, tome 1. C'est quoi déjà? Un royaume d'ombre et d'épines. Voilà, ça me fait beaucoup penser à un royaume d'ombre et d'épines. Mais bon. Et c'est pas le même auteur. C'est pas le même auteur. En tout cas, ici, on vous dit, dans le royaume des Potras, tous les humains viennent au monde avec un pouvoir magique. Mais peu après leur naissance, les dieux s'emparent de ce pouvoir. En échange, ils protègent les frontières contre les faillis vicieux et impitoyables. Les rares humains qui conservent leurs dons sont brûlés vifs. Lorsque le pouvoir interdit de Prisca est découvert, la jeune femme est obligée de fuir son village. Pour survivre, elle passe un marché avec Lauriane, le mercenaire qui l'a débusqué. Elle accepte de l'aider à se faufiler dans la capitale. Et en échange, il lui apprendra à manier le sombre pouvoir qui est la clé de sa survie. Mais Prisca se lance dans un jeu à très haut risque, car Lauriane, sombre et mystérieux, dissimule bien des secrets qui menacent la sécurité de tous ceux qu'elle aime. Des secrets qui pourraient mettre le royaume à genoux. On va pas se mentir, il me fait aussi très envie, mais... il y a 4 livres encore dans cette saga. Donc je vais peut-être attendre que ça sorte. Tout simplement. Tout simplement. Suivant, deuxième sortie que j'ai notée. On est que sur le 21 août, je crois, après. Il y en a peut-être 2 pour le 28, mais vraiment le 21, tu sens que c'est la grosse rentrée littéraire. Un si fragile enchantement de Alison Saft chez Big Bang. Moi, je l'ai pas sorti, j'avoue. Je le vois là-bas, je l'ai en anglais. Moi, je l'ai en anglais, je l'ai pas encore lu. On vous dit, une couturière au talent magique engagée pour un mariage royal se retrouve mêlée à un scandale lorsqu'un chroniqueur mondain attire l'attention sur l'indéniable alchimie entre elle et le marié. Jamais Niam ne s'est autorisée à rêver en grand. La magie dans son sang qui lui permet d'imprégner d'émotions et de souvenir l'étoffe de ses créations est aussi celle qui finira par la tuer. Déterminée à consacrer le peu de temps qui lui reste à assurer une vie meilleure à sa famille,
Niam saute sur l'occasion de confectionner la garde-robe d'un mariage royal dans le royaume voisin d'Avaland. Mais Avaland est loin d'être le conte de fées qu'elle imaginait. Tandis que de jeunes nobles enchaînant bal et élégantes garden party, la classe ouvrière se révolte. Le marié lui-même, Kit, semble être un jeune homme irritable et agressif. Pourtant, une amitié improbable se tisse entre eux et prend bientôt une tournure plus romantique jusqu'à ce qu'un chroniqueur anonyme perce leur secret et exige de Niam qu'elle l'aide à dévoiler les secrets de la famille royale en échange de son silence. J'irai pas plus loin, j'en ai déjà dit beaucoup, je trouve le résumé extrêmement long. Voilà. J'ai enlevé aussi celui-là, pas fan de la couve Big Bang. Non, moi je préfère vraiment la couverture VO, elle est bien plus jolie. Je vous montre ça. La couverture VO, en fait, voilà. Franchement, par rapport à la couverture Big Bang, moi j'ai celle tout à droite. J'ai celle-ci, en fait. J'ai vraiment celle tout à droite. Je la trouve bien plus jolie. L'autre, je la trouve moche. Je trouve la couverture Big Bang moche. Vraiment. La cité aux épines de C.N. Crawford chez Lost Kingdom, donc les épreuves de la reine démoniaque, le tome 1. Cette fois-ci, je vous ai mis le relié parce que c'est la sortie collector qui importe là. Et ce sont, je pense, les seuls reliés que je continue d'acheter parce que je trouve qu'ils sont d'une qualité assez incroyable. J'aime beaucoup les reliés de cette maison d'édition, donc je continue à les montrer. Voilà, je continue sciemment à montrer ces reliés. On vous dit, fêter mon anniversaire depuis un cachot, ce n'est pas vraiment ce que j'avais imaginé. Mais lorsque le seigneur du chaos, un démon sexy à mourir, me prend pour mon double maléfique, c'est exactement ce qu'il se passe. Quand il finit par comprendre que je ne suis qu'une simple mortelle, il me propose un accord que je ne peux refuser. Son autorisation de rester dans la ville interdite pour retrouver le meurtrier de ma mère en échange de mon aide. Tout ce que j'ai à faire, c'est de jouer à la succube super sexy. Seul problème, il pourrait bien être le suspect numéro 1 de mon enquête. Et alors qu'il m'apprend l'art de la séduction, je réalise mon erreur. Lui résister pourrait s'avérer plus difficile que prévu. Et si je succombe à son charme, c'est la mort assurée. Tout. Et je vois 3 tomes. Si jamais ça vous intéresse. En tout cas, je le trouve très beau. Je trouve le jaspage vraiment beau. À voir ce que ça donne en réalité. Du coup, suivant. Oh! Je l'ai déjà celui-ci, donc la sortie n'est pas censée être repoussée. C'est le dernier voyage de Momoko Hidaka de Shisako Wakatake. C'est chez Nami. C'est de la littérature asiatique, vous l'avez bien compris. Il me semble que Shisako Wakatake est... alors attends. est japonaise. Ouais, voilà. Et on vous dit... À 24 ans, Momoko s'est installée dans la grande ville, à Tokyo, pour fuir les contraintes de sa vie à la campagne. Et sans y prendre garde, elle a pris le chemin que la société lui dictait. Mariage, pavillon, enfant. Aujourd'hui, âgée de 74 ans, Momoko est seule. Elle a tout le temps pour penser, aux rêves qu'elle a eus autrefois, à l'amour, à la solitude, à la vieillesse et à la mort. Et alors que se réveillent en elle les voix des êtres chers qui l'ont quittée, elle en vient à se demander ce qu'est réellement le bonheur. Dans ce premier roman au style affirmé, Shisako Wakatake dépeint avec finesse et humour les méandres de la mémoire, entre aspirations déçues et moments de bonheur. C'est typiquement le genre de livre que j'aime beaucoup et je l'ai déjà commencé. J'ai lu les premières pages que je veux relire encore parce que Victor est en train de parler à côté et du coup je me suis pas assez imprégnée du truc. Mais pour les toutes premières phrases si vous voulez. Ah là là, ces temps-ci je travaille un brin du chapeau, mais comme je suis toute seule maintenant, qu'est-ce que je peux y faire ? C'est comme ça, on n'y peut rien. Peut-être bien, mais qu'est-ce qui m'arrive ? T'en fais pas. Je suis avec Toué et Moué, on sera ensemble jusqu'à la fin. Toué et Moué. C'est vraiment T-O-U-E et M-O-U-E. C'est pour ça que je vous l'ai dit. Oh là, qui c'est qui me cause ? Pardi, je suis Toué, tu es Moué. Quoi ? Et au tout début, j'ai lu ça et j'étais en mode... Genre... Depuis tout à l'heure, Momoko sirotait un thé seule, tandis que des voix parlant dans le dialecte du Tohoku jaillissaient en elle, comme si un barrage s'était rompu. En plus des voix, un son ténu résonnait derrière elle. Dans une pièce silencieuse, le moindre bruit se répercute de manière étonnamment forte. Le son parvenait à Momoko par-dessus son épaule depuis un point situé près du dossier de sa chaise, juste entre le réfrigérateur et le buffet. Cela ressemblait au bruit que fait un sac en plastique de supermarché qu'on tripote. Un son déplaisant, vraiment désagréable à l'oreille. Pourtant, pas le moindre signe de mouvement et Momoko sirotait son thé en suivant la même cadence. Elle connaissait l'origine du bruit sans avoir besoin de se retourner. Une souris. Voilà, c'est le début.
Mais en fait, je pense que moi j'adore suivre les personnes âgées dans des romans. Surtout que Shisako Wakatake n'a commencé à écrire qu'à la mort de son mari. Donc en fait, je trouve qu'on va être un petit peu dans la tête de l'autrice parce que on vous dit qu'elle a brièvement travaillé comme enseignante avant de se marier et de devenir femme au foyer, comme ça se fait beaucoup au Japon. Tu commences par travailler, puis tu te maries, t'as des enfants et tu lâches ton travail, beaucoup au Japon, pour ton mari et tes enfants. Et on vous dit, ce n'est qu'à la mort de son mari qu'elle commence à écrire à plein temps, puisant dans sa propre expérience. Elle fait une entrée fracassante sur la scène littéraire japonaise et remporte plusieurs prix avec ce roman. Donc, voilà. Voilà. Bon, ça me fait trop envie. Alors, ça me fait trop envie, je l'ai commencé. Je vous lirai, je vous lirai n'importe quoi. Je vous en parlerai bientôt. 17ème sortie. Enfin, je vous en parlerai pour sa sortie, c'est quand ? Ah, c'est encore dans 3 semaines. Bon, je vais attendre un petit peu. Je vais programmer un post. 17ème sortie. Conjuration de Bleu Guillou, le tome 1, Otage de l'Empire, c'est chez Naos. On vous dit, otage intégrée à la noblesse de l'Empire d'Urbs depuis la chute de son royaume, Livia est aujourd'hui fiancée à Caius, le fils cadet de l'empereur. Elle entend assassiner Agrippine, l'héritière du trône, pour mettre Caius à sa place et influencer sa politique. Mais lorsque l'empereur décède brutalement, la position de Livia est fragilisée. Agrippine, qui lui voue une haine farouche, est prête à tout pour l'isoler, jusqu'à menacer ceux qu'elle aime. Pourtant, malgré les risques, Livia ne compte pas renoncer au pouvoir dont elle est si proche. Ça ne m'attire pas, je vais pas vous mentir, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être en intéresser plus d'un, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis ici. Voilà. On vous dit que les obstacles se multiplient, la famille impériale se retrouve victime d'attentats, un vent de rébellion s'agite dans l'Empire, la paranoïa d'Agrippine gagne en puissance et Caius se met à agir étrangement. Bon. Moi, il m'intéresse pas. Je vais être très honnête avec vous, il m'intéresse pas. Mais je me suis dit que ça aurait été dommage de pas le mettre dans cette vidéo. 18ème sortie. Évidemment, j'ai mis le Amélie Nothomb. L'impossible retour d'Albin Michel. Enfin, chez Albin Michel, je m'achète tous les Amélie Nothomb, ou alors je les reçois par Albin Michel, mais cette fois-ci, je leur ai pas demandé parce que j'ai totalement oublié. Je vais l'acheter parce que j'adore Amélie Nothomb et je ne passe jamais à côté de sa sortie. Surtout que elle m'a beaucoup touchée. J'ai regardé du coup, au moment de préparer cette vidéo, la vidéo de la rentrée littéraire d'Albin Michel. Et j'avoue que, comme d'habitude, Amélie Nothomb a toujours ce charisme et cette façon de parler qui me fascine toujours autant, elle est très charismatique. Et ouais, belle couverture, c'est vrai. Et pour le coup, elle parlait du fait qu'elle elle se définissait comme une japonaise ratée. C'est-à-dire qu'en effet, elle a vécu son enfance au Japon et elle avait l'impression justement d'être une japonaise ratée quand elle rentrait là-bas, quand elle retournait là-bas, et que ça lui était très difficile, et que ça la mettait face à ses échecs, etc. Enfin bref, ça a l'air très chouette comme d'habitude. Et comme seul résumé, bien sûr, on est toujours avec une seule phrase comme tous les ans. Tout retour est impossible, l'amour le plus absolu n'en donne pas la clé. Tout retour est impossible, l'amour le plus absolu n'en donne pas la clé. Bon bref, je vais l'acheter, je le sais, nous le savons, vraiment. Je vais me le prendre, c'est sûr. Je vais me le prendre, c'est sûr. Je pense que je ferai un petit tour en librairie le 21 août. Je pense que faudra pas me chercher, je serai là-bas, quoi. Je pense. Je vais arriver avec une pile de livres comme ça va être marrant. Ça va être marrant. Suivant, je suis à la 19e sortie notée. Après, j'en ai passé quelques-unes parce que finalement, ça passe. Les fantômes de Sleepy Hollow chez Hachette Rose. Sleepy Hollow, j'adore cette histoire, mais vraiment, j'adore cette histoire. Et du coup, j'hésite. J'avoue, j'hésite. On vous dit, le 200e anniversaire de l'apparition du cavalier sans tête à Sleepy Hollow approche à grands pas, mais Kat n'a aucune envie de participer aux célébrations. Descendante de la première Katrina Van Tassel, elle sait très bien ce qu'on attend d'elle, perpétuer l'héritage de son ancêtre en épousant son petit ami de toujours et en reprenant les rênes du domaine familial. Pourtant, elle rêve d'une autre vie, loin de Sleepy Hollow. Mais lorsque Kat rencontre Isadora, une nouvelle élève de son lycée, et reçoit le journal de Katrina Van Tassel, le passé et le présent se mélangent de manière troublante. Une légende insoupçonnée commence à prendre forme, l'obligeant à envisager que les fantômes puissent réellement exister et à remettre en question le destin qu'elle entend écrire. Et avec qui ? Tout. Franchement, il me dit bien. Il me dit bien. Et en plus, merci à Châtirose, on est avec un brochet avec jaspage. Voilà. Ça, c'était important de le préciser, je crois.
20e sortie, allez, il en reste 11, let's go. J'ai noté Mangaka, le vampire d'Osaka de Thibaut Vermeaux, c'est chez Casterman. On vous dit, d'aussi loin qu'elle se souvienne, Asuka a toujours rêvé de devenir mangaka. Alors, quand des jeunes filles sont retrouvées exsangues dans le port d'Osaka, elle sent qu'elle tient une histoire digne de ce nom. Sa rencontre avec Cloud, un lycéen aussi séduisant que mystérieux, va l'encourager à enquêter sur le vampire d'Osaka. Mais en s'intéressant de trop près à cette affaire et à ce garçon venu de nulle part, Asuka réveille de noirs secrets. Plus troublant encore, les événements qu'elle dessine à l'aide de son Teiko, un stylo fabriqué à partir d'un étrange artefact, semblent avoir une incidence sur sa propre vie. Ses dessins s'inspirent-ils de la sombre réalité ou la réalité s'assombrit-elle au contact de ses dessins? Je trouve ça intéressant, mais j'irai pas parce que ces derniers temps, Casterman, c'est plus trop pour moi. Je crois que je suis plus trop le public de Casterman. Donc je sais pas. On verra un petit peu, je vais attendre des avis, s'il y en a, et on verra si je me laisse tenter ou pas. Après, je suis un peu dans ma période vampire quand même, je suis retournée dans les vampires là depuis quelques mois. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que d'ailleurs, j'avais pas repostulé pour être partenaire parce que le catalogue de Casterman me correspond plus trop. Ensuite, 21e sortie que j'avais notée, Les Merveilles de Viola Ardon. C'est le deuxième de chez Albin Michel que j'ai noté. Sont les deux seuls, avec Amélie Nothomb. J'ai noté aussi Melissa d'Acosta, mais qui faisait pas forcément partie de la grosse rentrée littéraire, dans Les Merveilles, ce qui m'a beaucoup tiré, c'est qu'on parle de psychiatrie. En effet, on vous dit, alors la première phrase c'est « L'amour est incompréhensible, c'est une forme de folie ». Voilà. Et en gros, au niveau du résumé, on vous dit « Elba porte le nom d'un fleuve. C'est sa mère qui l'a choisi. Seuls les fleuves circulent librement, lui disait-elle, avant de disparaître mystérieusement. Depuis, Elba grandit seule dans cet endroit qu'elle nomme le monde à moitié, un asile psychiatrique à Naples. C'est là qu'elle pose son regard d'enfant sur le quotidien de cette maison des fêlés, avec dedans plein de gens qui ressemblent à des félins, nourrissant de ses observations son journal des maladies du mental. Jusqu'au jour où le jeune docteur Fausto Meraviglia décide de libérer les patients, comme le prévoit une loi votée quelques années plus tôt en 1978, et de prendre Elba sous son aile. Lui, qui n'a jamais été un bon père, apprend le poids et la force de la paternité. Donc non seulement vous avez le côté asile psychiatrique, etc., et regard d'enfant sur toutes les maladies mentales, mais aussi ce jeune docteur qui va apprendre à devenir un père. Bon, franchement, j'ai trop envie d'y aller. Mais ça coûte cher les Albin Michel quand ils sortent comme ça. Ça coûte cher. Après, je me dis, au pire, je pourrais le revendre sur Vinted si j'aime pas. Il partira. Donc, mais il faut le lire vite. C'est toujours la même chose. Mais il me dit bien. Après, il est pas tout petit, il fait 400 pages quand même. Hein. Il fait 400 pages. 22e sortie que j'ai notée. Wicked, le tome 1 de Jennifer L. Armentrout qui sort chez Roncière cette fois-ci. Donc on est plus dans de la dark romance. On vous dit, les choses sont sur le point de se gâter à la Nouvelle-Orléans. Ivy travaille pour l'Ordre, avec un grand O, une organisation qui traque et tue les faillés qui pénètrent le monde des humains. Un soir, elle affronte une créature plus redoutable que les autres et se retrouve blessée. Personne ne la croit lorsqu'elle essaie d'expliquer que ce faillé avait des pouvoirs incroyables. Hormis Ren, nouveau venu qui a pour rôle de chasser les anciens. Les deux agents se retrouvent à faire équipe et à mesure que leur enquête avance, l'attirance grandit entre eux. Mais Ivy a du mal à laisser libre cours à ses sentiments par peur de souffrir, d'autant qu'elle soupçonne Ren de lui cacher quelque chose. Alors que la Nouvelle-Orléans est sur le point d'affronter la plus grande menace qu'elle ait jamais connue, Ivy acceptera-t-elle de lui faire confiance? Toum, ça a l'air trop bien. En vrai, ça a l'air trop bien. Le relié est à 26,90€ et le brochet à 19,90€ et ils sortent tous les deux le 22 août. De ce que je vois. Tu le veux trop? Il me fait bien envie. Le design ressemble beaucoup à Le sang et la tente de Deux Saxus. Bah, de toute façon, Roncière, c'est Deux Saxus. D'accord? De toute façon, Roncière, c'est Deux Saxus, c'est juste la partie Dark Romance. Donc, en effet, tu vois. 23e sortie. À un clic de toi, de Eva Kim, que j'ai noté. Je sais plus pourquoi je l'ai noté. On vous dit... Si, parce que c'est en Corée du Sud, je pense. C'est chez Livre du Dragon d'Or, de ce que je vois. On vous dit la rencontre de deux personnages que tout oppose sur fond de Corée du Sud et de romance. On est avec Erin, qui est l'une des meilleures élèves de son université. Mais elle ne se retrouve plus dans cette image parfaite. Même les webtoons qu'elle imagine en cachette ne parviennent pas à briser la monotonie du quotidien dans lequel elle s'est enlisée.
À l'image des cerisiers qui attendent le printemps pour fleurir, Erin se contente de satisfaire les attentes de son entourage au rythme des saisons. Mais cet équilibre vacille le jour où Young-jae, un mystérieux étudiant de sa promotion, oublie ses affaires au cybercafé de son oncle, forçant leurs deux planètes si différentes à se rencontrer. Et si ensemble ils découvraient que les cerisiers ne fleurissent pas qu'au printemps. Voilà. Ça a l'air mignon. Moi je trouve que ça a l'air mignon. C'est pour ça que je l'ai noté. Je vous dis pas que je vais y aller, mais ça a l'air chou. Voilà. Tu l'as vu? Ouais. Toi aussi ça te tente bien? Ouais, ça fait très Corée, c'est clair. Ça fait très Corée. 24e sortie que j'ai notée. Dark Gathering, le tome 5 de Kenichi Kondo. C'est chez Mana Books. Moi j'ai lu les 3 premiers. Pourquoi j'ai pas lu le 4e? Est-ce qu'on l'a? Je sais pas. J'ai lu les 3 premiers. Et en gros, elle a l'air mignonne la gamine. Je sais. Elle a l'air mignonne. Mais regardez au fond de ses pupilles. Il y a des têtes de mort. Donc, ne vous attendez pas à un truc mignon. On parle fantôme. Et on parle... Il y a pas mal de trigger warning. Il y a vraiment le côté mort, fantôme, suicide. Plein de trucs comme ça. Vraiment, c'est dark. C'est dark, j'adore. Ouais, j'adore. Je suis peut-être une psychopathe, mais j'adore Dark Gathering. Je continuerai. On est un peu avec des chasseurs de fantômes, on va dire. Et cette petite, elle est trop forte. Voilà, c'est tout. Elle est juste trop forte. Et elle est associée à son soi-disant professeur particulier qui, lui, attire beaucoup les fantômes. Bref, j'adore. Je veux continuer cette saga et j'ai hâte de vous en reparler du coup. 25e sortie, allez, il en reste 6. Bienvenue à la librairie Yunam de Boreum Hwang. Comment on dirait? Boreum Hwang. Je pense qu'on dirait ça comme ça. Qui sortira le 23 août. C'est chez Piquier. On vous dit, elle est entrée dans sa librairie, elle se sentait bien, son cœur se réjouissait, son corps entier se détendait, elle s'abandonnait au plaisir de retrouver son lieu de travail, la journée commençait. Quand certains ont imaginé le paradis comme une bibliothèque, d'autres choisiront sans hésiter une librairie. En garnissant les rayonnages de sa nouvelle librairie, Youngju y met tout son cœur, comme si elle essayait avec les livres de renouer avec une amie perdue de vue depuis sa jeunesse. Elle répond aux demandes des lecteurs, même les plus surprenantes, elle cherche un livre pour dégeler le cœur et glisse parfois dans les volumes de petites notes de la taille d'une paume qu'elle conclut par « Ce roman m'a donné ce plaisir ». Elle découvre aussi le plaisir d'organiser des rencontres avec des écrivains, d'animer un club de lecture, d'accueillir un atelier d'écriture, de conseiller des livres avec la joie d'éteindre souvent des chagrins avec une heure de lecture. La librairie devient rapidement le cœur battant du petit quartier de Yunam, où se nouent des amitiés et des interrogations sincères sur le sens de la vie et le pouvoir des livres. Il y a à ses côtés le barista Min Jun, qui trie les grains de café comme les mauvaises pensées, Jimmy, la torréfactrice passionnée, sans compter les habitués qui ont élu domicile parmi les livres, comme Jong-so, qui tricote des éponges en forme de pain de mie entre les bibliothèques. Et on vous dit que c'est une belle déclaration d'amour à la librairie. Voilà. Il est trop mignon, je trouve. En vrai, ça va, Valou, il sort le 23 août. Ça passe en septembre, tu vois. C'est ok. Sortie numéro 26. Le tome 5 de Seventh Time Loop. Donc c'est de, attendez, je l'ai là, de Inoki Kino, Tuko Amekawa et Wan Hachipitsu. Et c'est chez Meian. Moi, j'ai déjà ce tome 5. Ah mais oui, pourquoi je vous l'ai pas montré? Il est là. Moi, je l'ai. Hop. Il est comme ça. Donc exactement comme je vous le montre à côté. Moi je l'ai, et du coup moi j'ai lu les tomes 1 et 2. Et du coup je vais lire jusqu'au tome 5 et je vous ferai mon avis sur tout ça pour la sortie du tome 5. On vous dit, riche, fille de... ou richeux, je sais pas, fille de duc a un grand secret. Quand elle meurt à 20 ans, elle revient au moment de la rupture de ses fiançailles. Jusqu'à maintenant, elle a connu des vies bien remplies en tant que marchande, apothicaire, suivante et autres. Mais pour cette 7e vie, elle a une nouvelle résolution. Cette fois, je veux une vie dans laquelle je me prélasserai. Malheureusement pour elle, au moment où elle s'échappe du château pour mettre son plan à exécution, elle rencontre par hasard le prince héritier de l'Empire de Galkane, Arnold. Arnold qu'on aime d'amour, hein, vraiment. Je vous le dis tout de suite, on l'aime trop. Attendez. Il est où? On l'aime déjà beaucoup trop. Il est où? Arnold Hain. Voilà, on l'aime trop.
Il n'est autre que celui qui l'a tuée dans sa précédente vie, alors qu'elle était chevalier. Comme si ça ne suffisait pas, pour une raison inconnue, il s'intéresse à elle et la demande en mariage. Genre, il la rencontre, il la demande en mariage, normal. C'est le début d'une 7ème vie mouvementée, complètement à l'opposé de son désir de farniente. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Je vais continuer pendant les vacances et je vous en parlerai une fois le 5e tome lu. Voilà, mais vraiment, on est dans un manga, donc ça coûte 6,95€ et vous avez la même histoire que dans un webtoon, c'est juste pas colorisé. Du coup, si vous aimez les mangas, si ça ne vous gêne pas de lire comme ça en manga et pas en webtoon colorisé, ben franchement foncez parce que c'est très très chouette. Et merci d'ailleurs à ceux qui me l'ont conseillé sur le chat parce que du coup j'ai commencé avec cet achat-là au niveau de mes achats de la Japan Expo et je ne regrette pas. 27ème sortie que j'ai notée, Father, I Don't Want This Marriage, le tome 3. C'est de Roal Yuri et Hong Hee-soo chez Pika Wavetoon. Là, le premier tome est comme ça. Et on a dans ce webtoon ce que je préfère le plus au monde. Vous allez vite l'apprendre. Il est où ce beau gosse? C'est ce genre de personnage, c'est-à-dire un brun aux yeux rouges. Le truc qui n'existe pas et ça me va très bien. On vous dit vivre dans l'univers d'un roman qui n'en a jamais rêvé. Notre héroïne, elle, s'en serait bien passée. Victime d'un accident mortel, elle se retrouve propulsée dans l'histoire du livre qu'elle a lu. Réincarnée dans la peau de Jovelian, fille de duc odieuse, elle mettra fin à ses jours après avoir été accusée à tort de meurtre. Sauf que ce rôle de méchante condamnée ne lui convient pas. Notre héroïne décide de réécrire l'histoire et de changer la destinée du personnage qu'elle incarne. Mais prise entre la rancune de son ex-fiancé de prince et le désamour de son duc de père, Jovelian peut-elle seulement espérer échapper à une fin tragique. Le quiproquo dans celui-là est énorme. Bah écoute, dès le début en fait c'est énorme. Parce que moi j'ai lu du coup que les 2 premiers tomes, Velvet, et franchement dès le début c'est énorme. Enfin c'est beaucoup... Je trouve ça énorme, voilà, j'adore, voilà. Et d'ailleurs, t'as plusieurs quiproquos finalement. T'as plusieurs quiproquos. Je pensais qu'il sortirait qu'en décembre. Me dis pas qu'il a été aussi décalé, sinon vraiment je vais finir par pleurer. Hein. Non, c'est bon, j'ai 28 août 2024. J'adore la relation avec son père, mais oui. Et moi, je pense vraiment que je vais... de toute façon, ça se lit très très vite, donc je vais relire les 2 premiers pour lire le 3e. Vraiment, en ce moment, j'ai envie de relire mes webtoons parce qu'en fait, ce sont des... Je relis jamais rien. Mais je confonds tellement tout avec les webtoons qui se ressemblent que j'ai envie de relire à chaque fois pour lire le nouveau, quoi. Ensuite, 28ème sortie que j'ai notée, c'est F comme Fake Dating de Marie F. Flory, c'est chez Hachette, et celui-ci, je sais plus si je l'ai demandé, mais je crois que oui. C'est, en fait, le premier c'était B comme Book Boyfriend, je crois que c'est ça. Mais le premier m'attirait pas du tout, mais pas du tout, vraiment. Toi aussi tu fais des relectures, bon ça va, je suis pas la seule, Luna. Au moins on rentabilise, exactement. Le premier m'attirait pas du tout, mais si vous me connaissez un petit peu, vous savez que le fake dating, c'est genre un de mes tropes préférés. Et donc quand j'ai vu que c'était F comme fake dating, j'ai dit ok, le premier j'en ai rien à foutre, je veux lire celui-ci. Je crois que je l'ai demandé. J'espère. On vous dit, Penny ne s'attendait pas à croiser son ex, Archie, au beau milieu de sa soirée du Nouvel An. Déterminée à rendre jaloux celui qui lui a brisé le cœur, elle se tourne vers Emmett, son voisin de palier et ami, mais aussi l'une des stars de l'équipe de foot de l'université. Sur le papier, il est le faux petit ami rêvé, tel que décrit dans les romances qu'elle dévore depuis toujours. De son côté, Emmett ne veut pas de relation sérieuse ni d'engagement. S'il est dépassé par le concept de fake dating que lui présente Penny, sa loyauté envers son ami le pousse à accepter de jouer la comédie avec elle le temps de quelques semaines. Évidemment, ça va aller plus loin que ça. Et je sais pas, peut-être que la couverture va être bleue, en fait, parce que là, de ce que je vois, ça a été changé en bleu. Ça va peut-être être comme ça, regardez. Il est possible que ça soit bleu, en fait. Voilà. Possible. Mais quand j'ai préparé cette vidéo, l'autre couverture y était pas. Avant-dernière sortie que j'ai notée, bah tant mieux Valou, tant mieux. Hop, Les Sœurs Grémillet, le tome 6, La Villa des Mystères de Di Gregorio et Barbucci chez Dupuis. Les Sœurs Grémillet, j'avais adoré les premiers tomes, là encore j'aimerais bien les relire pour cette sortie du tome 6. J'aime vraiment l'histoire autour de ces 3 sœurs, c'est très beau, c'est très mignon, c'est très coloré. J'avais vraiment adoré les premiers tomes. Je suis pas sûre d'avoir lu le 5e par contre, mais le tout début était très chouette. Même le premier tome était très touchant, avec une thématique, je pense, à laquelle je m'attendais pas, mais je pense qu'il faut la connaître peut-être pour ceux pour qui ça serait un trigger warning, je pense. Parce que t'as quand même une thématique dure
dans le premier tome. Et donc... franchement, j'aimerais qu'il y ait un trigger warning dessus. Parce que quand tu es une personne concernée par ça, je pense que c'est trop dur d'arriver sur cette thématique-là. Avec cette poésie, avec... c'est beau, c'est bien dit, c'est bien fait, c'est très imagé, métaphorique et tout ce que tu veux. Mais du coup, je pense que quand tu es dans cette situation-là, ou quand tu as déjà été dans cette situation-là, etc., je pense que c'est dur. Le premier tome, voilà. Moi, je m'y attendais pas, c'est pas un trigger warning pour moi, je m'y attendais pas, j'ai trouvé ça génial. Et en même temps, je me suis dit... je m'y attendais tellement pas que si c'était un de mes trigger warnings, ça serait super dur. Mais pour le coup, en même temps, si tu mets trigger warning, tu spoil tout le premier tome. Dernière sortie que j'ai notée. Le pont Hurlevent de Mayumi Inaba. C'est là aussi chez Piquier. Je regarde si c'est toujours le 30 août. C'est toujours le 30 août. Moi, j'irai pas trop. On vous dit que c'est 3 récits, 3 femmes pour qui la vraie vie est ailleurs. Un jardin, une forêt, une île ensoleillée. Près des maisons d'Inaba Mayumi, il y a souvent un jardin, parfois de la mousse aux éclats de velours vert, et toujours une douceur moelleuse couvrant le jardin de tendresse. Comme dans la maison aux joues-barbes, pardon. C'est pas du tout une phrase. Les clés du jardin donnent accès aux souvenirs éparpillés autour de soi, narcisses et camélias, chrysanthèmes sauvages, hortensias, iris et modestes joues-barbes. Près de la maison dont Mia a la garde se trouve le chemin qui conduit dans l'autre monde par le pont Hurlevent. Quoique, j'irai peut-être en fait. Au-delà de la maison mystérieuse, des conversations avec l'invisible et les esprits de la terre et des eaux, l'odeur de la pluie et le parfum des arbres, ainsi que les floraisons qui font bondir de joie. Merci beaucoup! Nostalgie rêveuse du pays natal enfin pour Machi, la jeune femme de Tokyo ammonite, persuadée que l'avenir sera rose comme l'aube, sur sa lointaine île, à la recherche de soleil dans le labyrinthe de la capitale pour elle et son précieux chat de couleur de cendre. Le résumé est méga mystérieux, on comprend qu'on va suivre du coup Inaba Mayumi, on va suivre Miya et on va suivre Machi, mais il fait que 160 pages, donc je me dis ok, ça va être 3 nouvelles finalement. Oh pardon, j'ai oublié d'enlever les feux d'artifice. Je me dis que ça va être 3 nouvelles et j'aime pas les nouvelles, donc je pense que moi j'irai pas. Je pense que moi j'irai pas et que j'irai plus sur Bienvenue à la librairie Yunam chez Piquet. Voilà. En tout cas, c'est terminé pour les sorties littéraires d'août. En tout cas, pour les miennes, j'en ai noté 30. Avouez quand même, ça va. J'ai essayé de brasser de la fantasy, de la littérature asiatique, de la romance et du webtoon. J'ai essayé de brasser un petit peu tout. Moi, ça m'attire beaucoup pour la plupart. Il y en a, je vous l'ai dit, à chaque titre, je vais attendre ou pas, ou alors je vais foncer directement. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner les sorties que vous avez repérées de votre côté, parce que je sais que vous en avez repéré d'autres et j'ai hâte de les découvrir, même si, s'il vous plaît, me faites pas trop acheter quand même, parce que c'est compliqué, voilà. C'est compliqué. J'ai plus de place pour mettre les livres. Ça suffit, il faut que je me calme un petit peu. Merci à tous d'être restés jusque-là. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. We got it.